Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes fan amateur de gâteaux, de petits fours, de macarons, d'entremets à la française, restez avec nous. Nous allons parler avec notre invitée du jour de pâtisserie, mais pas que. Dalia, évidemment, elle s'appelle Sandra Zafran. Elle est en Israël depuis 28 ans et on est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour Cathy. Ça va ? Oui, ça va, merci. Bon, alors, pas stressée d'être ici avec nous ? Un tout petit peu, mais ça ira. Ok, alors en Israël depuis 28 ans, rien ne te prédestinait à faire de la pâtisserie, bien au contraire, parce que tu voulais être interprète. Exact. C'était juste après ton bac, c'est ce que tu avais décidé de faire. Et puis un jour, il y a un événement qui a bouleversé ta vie. Exactement, oui. J'ai effectivement eu la perte de quelqu'un de très cher qui m'a bouleversé ma vie, qui m'a fait prendre conscience que j'avais pas envie en fait de courir dans les avions toute ma vie et que j'avais envie d'avoir un métier qui me permettait de rester près des miens, près de ma famille. Et surtout de faire quelque chose. Et j'aimais surtout beaucoup cuisiner en fait à l'époque, tout court quoi. Tout court. T'aimais la pâtisserie, t'aimais les gâteaux. Non, à la base j'aimais pas la pâtisserie en fait. À la base j'aimais cuisiner surtout. D'accord. C'est parce que j'ai voulu en faire un métier que ma maman m'a dit mais la pâtisserie n'étant pas développée en Israël, pourquoi tu ne rentrerais pas en France un petit moment pour apprendre vraiment la vraie pâtisserie française et revenir avec une vraie nouveauté en Israël. Ouais, il faut dire qu'en 92, c'était pas du tout développé. Non. Les gâteaux, c'était pas ça. Il n'y en avait pas. À peine quelques baguettes, c'est tout. Mais c'est pas du tout l'Israël d'aujourd'hui où les desserts français sont un peu partout, il faut dire la vérité. Exactement. Ok, alors, tu rentres en France. Tu galères un petit peu, bon, on comprend, parce que tu avais 21 ans, que c'était pas facile d'intégrer une école de pâtisserie. C'était même impossible. Pourquoi ? Parce que c'était jusqu'à l'âge de 21 ans qu'on pouvait intégrer les écoles dites d'État. Donc il fallait une école privée. Donc il fallait une école privée. Et c'est ce que tu as fait. Exact. Et j'ai eu la chance de rentrer et de faire l'école du Cordon Bleu. D'accord, donc l'école du Cordon Bleu pendant plusieurs mois, j'imagine. Et là, c'est là-bas où tu as tout appris ? Alors là, c'est là-bas où j'ai eu un joli carnet de recettes. D'accord. C'est une très bonne école. C'est-à-dire qu'on passe pendant 9 mois, j'ai passé personnellement tous les stages, à savoir où on apprend la pâtisserie de base, la pâtisserie, ce qu'ils appellent intermédiaire, où on apprend les entremets, où on apprend tous les gâteaux un peu plus sophistiqués, un peu plus composés, pour finir en fait avec la pâtisserie supérieure, ce qu'ils appellent les desserts de restaurant, les pièces en chocolat et les pièces en sucre. D'accord. Donc, tu termines cette école, ça te plaît, donc ça te confirme, on va dire, dans ta voie. Ça, oui. Et puis, il faut faire un stage. Exact. Donc. Et le stage, grâce à cette école, c'est cette école qui place quand même les gens en stage dans de très bonnes maisons derrière. Et puis voilà, j'ai eu la chance de rentrer chez Fauchon à l'époque où Pierre Hermé en était le chef pâtissier. Pierre Hermé, on va dire, qui a révolutionné aussi, modernisé considérablement la pâtisserie en France. La pâtisserie, exact. C'est-à-dire que je suis arrivée et dans une période où la pâtisserie était nouvelle pour moi, mais où il y avait une nouvelle pâtisserie qui se dévoilait au monde tout court dans les années 90 aussi. C'était assez novice tout ce qu'il faisait, tous ces mélanges de parfums que faisait Pierre Hermé. C'était beaucoup plus en finesse. C'était très fin, c'était sophistiqué, c'était fin, c'était joli, c'était très varié. On était quand même 30 pâtissiers quand même avec lui. Ça courait dans tous les sens. J'appelais ça une fourmilière, moi, parce qu'on était en sous-sol et puis ça grouillait dans tous les sens. Je suis arrivée un 1er décembre, veille des fêtes de fin d'année en France. Il y avait beaucoup de travail et on travaillait beaucoup. C'était une expérience fondatrice, j'imagine, pour toi, mais tu imaginais que c'était un métier si difficile ? Alors, c'est un métier difficile, c'est vrai, mais je ne le prends pas comme un métier difficile. C'est-à-dire que c'est un métier qui me convient tout à fait. Il est difficile, c'est vrai. Je ne me suis pas imaginée de savoir si c'était oui ou non difficile. Je savais que c'était un métier physique. Mais je n'avais pas compris qu'on restait debout sans s'arrêter. Les premiers jours, en rentrant de chez Fauchon, il fallait que je reste assise pendant quelques heures d'affilée. Mais très vite, en fait, oui, c'est un métier qui est difficile dans la mesure où il est très physique, encore une fois, surtout pour une femme, en fait. Il est difficile plus pour une femme que pour un homme, j'ai envie de dire, parce qu'on porte de lourdes charges. Oui. Enfin, on n'a pas un petit kilo de sucre, on a des sacs de 20 kilos, des choses comme ça sur le dos. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu un choc, parce que je ne m'attendais pas effectivement à ce que ce soit un métier aussi complexe. Alors, c'est aussi une période où, pour toi, tu rencontres justement chez Fauchon des gens qui vont aussi faire carrière. Donc, tu démarres avec eux, c'est ça qui est chouette. Ouais.
Tu peux citer quelques noms? J'ai eu la chance d'être auprès. Enfin, c'est eux qui m'ont beaucoup formée. Il y avait Pierre Hermé, effectivement, derrière, à la tête de tout ça. Mais les vrais chefs qui m'ont formée à l'époque, c'est Sébastien Godard et c'est Laurent Moreno, qui étaient les bras droits de Pierre Hermé et qui m'ont beaucoup aidée. Ils avaient compris que j'étais venue... Laurent Moreno, aujourd'hui, qui fait du conseil dans le monde entier. Et Sébastien, qui a une boutique à Paris. Voilà, donc, très belle boutique. Très belle boutique, tout à fait. Donc, tout ça, ça dure à peu près 1 an. Tu fais des rencontres passionnantes, tu te perfectionnes et tu rentres à Tel Aviv une fois que tu es prête. Exact. Alors, là-bas, ici plutôt, tu continues ta carrière. Tout doucement, tu commences à faire prendre conscience aux chefs d'ici que la pâtisserie française est un atout dans leur carte. Et ils te suivent, ils vont avec toi soit monter des labos, soit intégrer carrément les desserts français à leur carte. Et ça commence par le restaurant Picasso à Tel Aviv. Exact. C'était une belle aventure. C'était une très belle aventure parce que j'avais carte blanche. Je faisais ce que je voulais, j'arrivais à l'heure que je voulais, je partais à l'heure que je voulais. Tant que je leur donnais des desserts top, ils s'en foutaient de ce que je faisais, quoi. Donc tu avais carte blanche pour la créativité, j'imagine, pour la créativité, pour les matières, pour l'achat des matières premières, pour J'avais tout. le droit de faire ce que je voulais. J'avais vraiment carte blanche. Ils savaient que je sortais du Cordon Bleu et de chez Fauchon. J'avais été introduite par une fille que j'avais rencontrée au Cordon Bleu. Et donc, voilà, j'avais le droit de faire ce que je voulais. J'avais refait le fraisier à la pistache que j'avais appris chez Fauchon. Ça avait fait un tabac. Ça m'avait valu un article dans le Harbar Aïr à l'époque. C'était une très belle expérience parce que j'ai rencontré des chefs aussi très intéressants aussi là-bas. Le premier, c'était David Portnoy. Après, c'était Jonathan Rochefeld. Bon, pour ceux qui connaissent, il est souvent juge chez Masterchef. Je suis restée quand même pratiquement 1 an avec lui chez Picasso. C'était assez sympathique aussi. Donc très vite, tu t'es intégrée au milieu israélien. Ils étaient ravis. Donc ta maman avait bien eu raison. Exact. D'intégrer une chef à la française. C'était très novateur pour eux. Ouais. Ok. Alors tu as fait d'autres rencontres, bien sûr, notamment le professeur en pâtisserie, on va dire ça comme ça, au Dan Panorama. Oui, Iran. Voilà. Iran Schwartzbert, oui, qui m'a présenté, entre guillemets, mes associés avec lesquels j'ai introduit l'entremets individuel en Israël ensuite, en 98. Alors là, c'était carrément une révolution, l'entremets individuel. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? On s'est retrouvés chez Art Café toutes les deux. Elle était plus spécialisée dans les tartes. C'était mon associée, Orit Nahari. Elle était plus dans tout ce qui était pâtes et tartes et tout ça. Et moi, c'était plus le côté entremets où je m'étais perfectionnée auprès de Sébastien avec Pierre Hermé. Entremets, c'est un peu ce qu'on voit derrière toi. C'est ça. Un entremets, c'est un gâteau qui est composé de beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire, il va y avoir forcément un biscuit, une mousse, un insert quelconque, un glaçage, un décor. C'est pas un gâteau qu'on fait, c'est pas un cake, quoi. Voilà. Donc, ça n'existait pas en Israël. Et vous, en plus, vous mettez au point une technique qui fait qu'il n'y a pas de gâchis. Exact. C'est-à-dire qu'on livre ça dans des gastronomes en plastique qu'on récupère à chaque fois. On livre ça surgelé. Et donc, les cafés et les restaurants ne vont plus avoir ces gâteaux qui coupent à la part ou qui jettent au bout de 3 jours parce qu'il reste la moitié du gâteau. Ils vont sortir au fur et à mesure dans leur vitrine 2-3 gâteaux en fonction de leur débit au début. C'est des gâteaux qui arrivaient déjà décorés, des entremets qui étaient déjà décorés. Il n'y avait rien à faire. Il y avait à le sortir de son gastronome qui était très hermétique, donc pas de problème d'altération du produit ou quoi que ce soit, et de le mettre dans la vitrine. Comme c'était petit, ça décongelait en 1 heure, donc ils n'avaient pas besoin de prévoir trop à l'avance. Et donc, du coup, on a fait vraiment une révolution avec ça. En 2-3 mois, on avait plus de 40 cafés et restaurants à notre carte, comme tout ce qui était Cup of Joe à l'époque. On avait toute la chaîne dans tout Israël. On avait à Sinita, à Douma, on avait le restaurant Idi à Ashdod. C'est vraiment un restaurant très renommé de poissons. C'est pas des endroits qui sont cachers. Nous, on était cachers à la vie. Mais donc, voilà. Vous vendiez un peu partout et comme tu es très, on va dire, tu n'aimes pas t'ennuyer, tu aimes que ça change, que ça bouge et tu ne t'endors pas sur tes lauriers. Au bout de 3 ans, tu dis, ça suffit, je change de crèmerie. Je change de crèmerie, oui. Je voulais passer à autre chose. Voilà. Je voulais faire autre chose un petit peu. Ouais. Bon, en tout cas, tu essayes de te renouveler à chaque fois. Tu rentres dans le monde du catering, on va dire ça comme ça, et tu proposes toujours la même chose, des desserts de haut de gamme pour enjoliver, on va dire,
Le menu. Voilà, le menu, tout simplement, parce que finir avec des desserts israéliens lorsque le traiteur ou le repas salé était de niveau, ça ne le faisait pas. À l'époque, c'était pris à arrêt. Ouais, c'était ça. Ils proposaient foie gras, sushi. À l'époque, aujourd'hui, c'est devenu commun, mais bon, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas de sushi dans les salles, quoi. Hein. Il faut être réaliste. Donc, ils avaient une très belle carte et ils voulaient avoir une très belle carte de dessert. Ok, alors après, forcément, tu te maries, tu fais des enfants, et là, tu fais une pause salutaire. Salutaire, oui, si on veut. Enfin, indispensable. C'est-à-dire, c'est un métier qui est complètement incompatible avec des bébés. Avec la vie de famille et des bébés. Avec la vie de famille, non, pas forcément. Après, c'est à nous de savoir mettre des limites, mais avec des bébés, c'est sûr. C'est-à-dire, quand on est en train de faire une mousse, on ne peut pas s'arrêter parce que le bébé, il pleure et qu'il a besoin de manger ou parce qu'il a fait caca. C'est juste pas possible. Quand j'ai des jeunes mamans qui m'appellent aujourd'hui pour se former, ma première question, c'est ça. C'est à quel âge? Est-ce que tu as des bébés? Si tu as des bébés, reviens me voir dans quelques années, parce que maintenant, ça ne sert à rien, quoi. Parce que c'est dur. Donc, évidemment, tu fais la pause, mais pas tout à fait, parce que tu te lances dans des ateliers pour enfants, pour adultes. Tu crées des petits concepts qui te permettent de continuer à travailler, de ne pas perdre la main, mais d'être aussi auprès des tiens. Et à force de faire ces ateliers, ces rencontres avec ces mamans, ces enfants, les mamans découvrent que tu es une chef pâtissière de très grande qualité. Ils se disent, mais nous aussi, on veut manger ces gâteaux-là tous les jours. Oui. Et tu commences à faire tout simplement de ton domicile des gâteaux que tu livres, voilà, que tu vends, avec des cartes, etc. Mais aujourd'hui, ta vie a encore changé. Exact. Parce que tu viens de monter un labo, enfin un labo à toi. Et ça, enfin, bravo. Bravo. Merci. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et c'est un pas qui n'était pas facile à faire parce que bon, ça demande beaucoup d'investissement de ma part. D'investissement financier ou d'investissement personnel? Les deux. En temps Les deux. Mais c'est plus le côté, pas plus, mais bon, le côté personnel qui me faisait faire marche arrière, j'ai envie de dire, parce que bon, financier, après, on peut toujours trouver des investisseurs ou quoi que ce soit. C'était plus le côté personnel qui était plus compliqué pour moi vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes enfants, parce que... Alors, ce labo, il est très récent, ça a 6 mois. Oui. On va dire même 3 mois, parce que le temps de tout mettre en place, finir d'acheter ce dont on a besoin, les matériels, les congélateurs, les frigidaires, ça prend du temps. Un grand laboratoire? Il fait 100 mètres carrés. D'accord, il se trouve où? Il se trouve à Ashdod, dans la zone industrielle, parce que le but du labo, c'était de faire un endroit aux normes du ministère de la Santé. De la Santé, qui n'accepte plus les laboratoires, en tout cas dans Ashdod. Ils ne les acceptent plus en ville. Donc, on était forcés d'aller dans la zone industrielle. Et c'est un endroit où, pour l'instant, ce n'est que de la production. C'est-à-dire, les gens viennent au bas du bâtiment. Je suis à l'étage, j'ai pas pignon sur rue ni rien. Mais mon but, c'était vraiment de commencer à développer un nouveau concept. Un nouveau concept et une pâtisserie aussi plus adaptée que la pâtisserie ou le bricolage que je faisais à la maison, qui devenait intense. Et adapter ça avec des vraies machines, avec des vrais appareils. Et de faire en même temps d'avoir le Ishour du Misrad Habriout. Oui, c'est pas simple d'obtenir le Ishour du Misrad Habriout. Du tout. L'autorisation sans laquelle on ne peut pas travailler, évidemment. On peut travailler, on peut pas travailler dans les hôtels, dans les traiteurs, dans les chouks, par exemple. Quand on veut rentrer dans un chouk, comme il y a au Namal de Tel Aviv ou à Kfar Saba, ou des choses comme ça, la première des choses qu'ils nous demandent, c'est est-ce que tu as le Ishour du Misrad Habriout, sinon tu viens pas. Le permis de travail. Le permis de travail du ministère de la Santé. De la Santé. Alors, ils sont pas du tout habitués à la façon, on va dire, à la façon française qu'ont les traiteurs, les chefs pâtissiers de travailler. Pourquoi ? Parce que c'est pas des concepts encore très développés en Israël, et que pour eux, une boulangerie, ça reste une boulangerie, une pâtisserie, ça reste une pâtisserie. C'est-à-dire que quand on fait du rogalach ou des lachmaniot, on va pas forcément faire des mousses et des macarons et des tartes derrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je pense qu'ils se sont surtout trouvés face à des endroits qui faisaient ou l'un ou l'autre. Le fait de tout faire, du salé de niveau, aussi bien que des gâteaux, des entremets, tout ça, ça les a un peu perturbés. Ça les a un peu perturbés, oui. Okay. Et là, ils commencent à comprendre ma façon de travailler, de fonctionner, de travailler. Donc ça leur parle plus et ça leur paraît plus accessible pour pouvoir justement avoir cette autorisation. Donc ça ne va pas tarder normalement, pour toi, a priori. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu as un vrai labo professionnel puisque tu as toujours de nouvelles idées? J'ai envie de continuer ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de révolutionner la pâtisserie à certains niveaux. À l'époque, c'était au niveau des cafés, des restaurants. Après, ça a été au niveau d'un traiteur particulier. Ça devait s'étendre à d'autres traiteurs, mais ça n'a pas été le cas.
Mais aujourd'hui, j'aimerais effectivement continuer dans cette voie, c'est-à-dire, malheureusement, on arrive souvent en salle à la fin d'un bon repas, dans une bar mitzvah, dans une réception quelconque, et on se retrouve toujours avec des desserts qui sont beaux, souvent, parce qu'aujourd'hui, il y a des machines qui mettent sur l'esthétique, il y a des progrès sur le visuel, on va dire. Mais quand on met en bouche, c'est toujours la grosse déception. Donc moi, en fait, je voudrais révolutionner ça, c'est-à-dire offrir des buffets clés en main aux traiteurs de prestige, aux salles de prestige, et entre autres, et continuer effectivement de satisfaire les palais de ma clientèle qui se régale depuis plusieurs années à commander leur gâteau pour Shabbat. Ok. Et pour Shabbat ou pour leur petite réception personnelle. Et développer le macaron, le bon macaron. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de macarons en Israël. Tu es très connue pour tes macarons, il faut bien le dire, mais pas que, pour tous tes gâteaux d'ailleurs. Tes pièces montées, ta crème pâtissière, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, tu souhaites ouvrir ce service-là pour ces traiteurs-là, entre autres, et à terme d'avoir une petite boutique aussi, une petite boutique gourmande. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour passer du rêve à la concrétisation du projet ? Il faut d'abord beaucoup d'organisation. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à ouvrir une boutique si on n'est pas prêt derrière à fournir, à être régulier dans ce qu'on fait aussi, à avoir un produit top, de dire bon, c'est comme ça que je veux qu'il soit et je ne démords pas d'un gramme dans ma recette. C'est ça, comment on garde la rigueur de la réalisation d'un entremets, d'un dessert, que ce soit tout le temps la même chose. Voilà, la réponse dans la question, c'est la rigueur. La rigueur, bon, la rigueur dans le choix des matières premières, d'abord. C'est important pour toi, le choix des matières premières. Pour moi, c'est très important. C'est fondamental. Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire, je préfère... Enfin, voilà, j'ai eu un cas récemment où je ne veux plus me servir d'une farine parce qu'elle n'est pas assez de qualité pour faire une brioche. Ça peut paraître débile, mais je préfère payer ma farine 2 fois le prix de ce qu'on va me la proposer tant que je reste avec ma brioche à la qualité que je veux avoir à la finale, quoi. De la même manière pour beaucoup de choses. Pour ma crème pâtissière, je ne veux pas passer aux poudres toutes prêtes. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça attire beaucoup de pâtissiers aujourd'hui parce que c'est facile, c'est beaucoup plus rentable. Un gain de temps, donc un gain d'argent, forcément. Mais toi, tu restes, moi, je reste fidèle à tes pairs, on va dire ça comme ça. Fidèle à ce qui fait ma notoriété depuis plusieurs années, à savoir ma crème pâtissière, mes macarons, la qualité de mes produits en parvé surtout. D'accord. Oui, parce que le parvé, c'est tout un art que tu maîtrises totalement. Qu'est-ce que tu penses de cette recrudescence d'écoles de pâtisserie française, d'engouement pour les gâteaux à la française, des jeunes qui veulent se former? Tu trouves que c'est bien? Moi, d'abord, je trouve ça super. Il y a de la place en Israël pour ça? Je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Je pense que ces écoles, d'abord, mettent beaucoup d'efforts, font venir des chefs de France et essayent de créer un vrai programme. Après, je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore assez de structures pour placer tous ces jeunes. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques jeunes. Effectivement, il n'y a pas encore beaucoup ni de pâtisseries, ni de restaurants qui cherchent à avoir des stagiaires. C'est vrai qu'en France, voilà, quand je suis sortie du cordon bleu, ils n'ont pas de problème à placer leurs stagiaires. Oui, mais pourtant, alors d'un côté c'est vrai, mais d'un autre côté, on sent que le dessert à la française devient une norme en Israël. Exact. Ça se démocratise. Exact. C'est chouette pour vous, ça. C'est chouette pour nous, c'est chouette pour tout le monde, pour les Français qui sont là. Aussi, hein. Voilà. C'est vrai, il faut dire qu'aussi, il y a beaucoup de Français aussi depuis quelques années qui arrivent en masse en Israël, Baruch Hashem. Moi, je viens d'Ashdod où ça fait une vraie différence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Français partout aujourd'hui. Et que oui, c'est agréable de pouvoir s'asseoir dans un café, d'avoir un gâteau dit à la française à déguster plutôt qu'un vieux gâteau à la crème qui n'a jamais plu aux Français, en fait. Exact. Bon, les Israéliens, apparemment, à force de voyager à travers le monde, sont beaucoup plus aguerris et apprécient énormément les gâteaux français, tes gâteaux aussi. Donc, on te souhaite de ne plus arrêter, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde chez toi, mais c'est pas grave, de ne plus arrêter de travailler et surtout de mettre en place les nouveaux concepts dont tu as le secret. J'espère que ces buffets proposés aux hôtels, dans des réceptions de prestige, eh bien, ça marchera, j'en suis sûre d'ailleurs.
Merci d'être venue, Sandra. Merci à vous. Voilà. Alors, ça s'appelle comment? Parce que tu nous as même pas donné le nom de ton labo. Alors, il s'appelle Ougatine. C'est ta marque aujourd'hui, Ougatine? Oui. Donc, si on te cherche sur Facebook, sur Internet, on tape Ougatine et on te trouve. Exact. Bon, ben voilà, il fallait bien qu'on le dise quand même, sur le côté dommage. Exact. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Au revoir. Bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.